Il nous reste 6 minutes pour les questions. N'hésitez pas à poser des questions qui permettent aussi, voilà, peut-être de celles que vous n'avez pas pu poser pour les interventions précédentes. Les gens qui sont en ligne, ils peuvent poser des questions aussi. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez... Les gens qui sont sur le Zoom, vous pouvez aussi poser des questions, hein, évidemment. Lever la main ou... Il y a Fabrice qui a une question dans la salle. Oui, c'était une double question à Laura concernant les choix de méthode. Une question de... Alors, Fabrice, oui. Oui, double question à Laura sur les choix de méthode. Tu as séparé ce que tu appelles en fonction de la représentativité des stratégies. Pourquoi, étant donné, on peut penser la circulation d'une part des professionnels dans les écoles et avec peut-être le présupposé de cette distinction qui serait que ces systèmes de défense ne sont pas liés à une socialisation professionnelle. Ou en tout cas, quel lien avec socialisation professionnelle? C'est plutôt ça derrière la... Alors, parce que déjà, il y a une socialisation professionnelle qui est énorme, et qui est énorme notamment sur les cibles du racisme. En fait, ce que j'ai pu constater dans ma thèse, dans mon travail de recherche, c'est que finalement, chaque école avait une cible préférentielle sur le racisme. Donc, et là, on voit vraiment les effets des apprentissages entre pairs, des circulations d'idées, etc. Par exemple, une des écoles a toute une théorisation autour alors ils les appellent les Kurdes turcs ou les Turcs kurdes, ils savent pas trop eux-mêmes, mais qui seraient totalement étrangers à l'école, incapables d'apprendre la langue, etc. Donc il y a quand même des apprentissages très forts et des stratégies très fortes qui se mettent en place autour de la question du racisme. Par exemple, pour refuser, nier l'accusation de racisme qui est faite à... Moi, j'ai déjà dit, mais en fait, c'est un petit peu raciste quand même de refuser le redoublement à un élève parce qu'il est turc. Après qu'on m'ait dit, non, mais cet élève, il est turc. Les Turcs, de toute façon, ils apprennent jamais le français. Alors, ils passent de classe en classe et puis comme ça, on en a débarrassé, on est content. Et on m'a dit, non, c'est pas du racisme, c'est de la connaissance. La personne qui m'a répondu m'avait dit, moi, ça fait 15 ou 20 ans que j'exerce ici, donc je les connais bien. Et donc là, on voit quand même un changement de paradigme sur le racisme. C'est pas de l'inconnu, c'est pas la peur du trop connu, c'est du trop connu en fait. Et donc du coup, j'ai quand même voulu me prémunir de ça. D'autant plus que, non, il n'y a pas tant de circulation des enseignants entre les écoles en réalité. Moi, dans mon panel, il y a énormément d'enseignants qui, en début de carrière, il y a un problème. Ouais, je sais pas d'où ça vient. Ah oui, okay. Oui, il faut qu'en Zoom, vous fermiez vos micros pendant que... Enfin, voilà, vous l'ouvrez que quand vous avez des questions. Merci. Oui, donc je disais, finalement, en début de carrière, je veux dire, quand un enseignant est T1, T2, T3, il a fait maximum 3 écoles, quoi. Et sinon, oui, dans mon panel, j'ai quand même énormément d'enseignants, surtout sur 2 écoles enquêtées, 2 grosses écoles, où les enseignants y vont parce qu'en fait, les conditions de travail sont plutôt pas mal dans ces écoles-là, commencent leur carrière par hasard, ils n'ont pas choisi, et puis finalement, entre la prime REP plus et des conditions de travail qui sont pas si mal, ils restent. Ils restent aussi parce que au final, les conditions de travail sont pas forcément pas si dégradées, mais elles sont beaucoup moins dégradées que l'image qu'ils avaient des écoles dans le réseau d'éducation prioritaire renforcée. Si bien que quand ils arrivent dans une école où les élèves ne les frappent pas, où ils ne se font pas caillasser leur voiture, ils ne se font pas insulter ou plaquer au mur, ils se disent « Oh, mais c'est vachement bien ici !» Non, en fait, c'est bien partout. C'est bien partout, mais pour savoir que c'est bien partout, il faut accepter de laisser tomber le présupposé selon lequel aller travailler en éducation prioritaire renforcée, c'est aller au front, aller à la guerre, mettre un gilet pare-balles avant de commencer à travailler. Et comme cet imaginaire-là est très présent, et il se manifeste dans les entretiens que j'ai fait avec les enseignants quand je leur demande comment tu t'es senti quand tu as su que tu étais affecté en REP+, ils me disent j'ai passé l'été à pleurer, j'ai perdu 4 kilos, j'étais terrorisée, j'avais peur de la violence, j'avais peur de me faire taper dessus, j'avais peur pour ma vie. Il y a vraiment des enseignants qui ont eu peur pour leur vie à l'idée de traverser les quartiers nord pour se rendre dans leurs établissements scolaires. Et donc, ils arrivent dans un établissement scolaire où ils sont pas en danger, ils bougent plus.
parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans l'établissement d'à côté. Donc, en fait, moi, dans mon panel, je ne dis pas que c'est représentatif des enseignants, mais dans mon panel, oui, Laura, je parle trop, hein. Oui, enfin, c'est très, très, très intéressant et très complet, vos réponses. Donc, on va quand même essayer d'avoir encore une ou deux questions courtes et réponses courtes. Je suis désolée, Laura, hein, mais voilà. Vous êtes tellement passionnée par le sujet, on le voit bien, et avec beaucoup d'éléments de réponse. Donc, merci. Alors, je crois qu'il y a des questions sur Zoom. Sur Zoom, il y avait alors Catherine Hurtig-Delac qui avait souhaité prendre la parole. S'il vous plaît, une question courte. Et oui, pour une... vous m'entendez? On vous entend très bien, Catherine. Je vous remercie beaucoup pour les 3 interventions qui étaient vraiment très, très intéressantes, et c'est des angles qu'on ne voit pas souvent. Donc, moi, j'étais moi-même enseignante pendant 40 ans, une grande partie en éducation prioritaire. Je suis aujourd'hui chargée d'études à l'Institut français de l'éducation. Et ce qui me frappe dans vos 3 témoignages, c'est que finalement, quand même, vous dressez un portrait assez accablant des enseignants. Donc, je ne remets pas du tout en cause vos enquêtes qui sont vraiment intéressantes, mais je me dis, puisque le colloque, c'est l'école au défi de la pluralité ethno-religieuse, est-ce que vous avez des pistes finalement pour essayer de chercher des leviers pour un peu que des pratiques évoluent? Parce que, bon, Laura a évoqué la sociologie comme sauveuse un peu, qui permet d'avoir un recul réflexif, mais bon, tous les enseignants ne vont pas faire des thèses de sociologie. Donc, je ne sais pas s'il y a une possibilité de réfléchir à comment les chercheurs peuvent se positionner avec des recherches-actions ou, je ne sais pas, des modalités qui permettraient d'être un peu optimistes sur une évolution des postures et des pratiques. Je veux bien répondre très très rapidement en fait. Alors en l'occurrence, j'ai commencé mon intervention en disant que effectivement les enseignants dans ces situations de punition en particulier sont démunis et en souffrance. Et je pense que, ce que j'espère, hein, et oui, ce sur j'ai quoi pas du tout l'impression que vous avez une attitude stigmatisante où vous cherchez à cadrer. Non, je l'ai pas pris de cette manière-là, mais en fait, juste pour dire que je pense que travailler en fait sur ces situations qui sont des situations dilemme pour les enseignants et arriver à les amener à conscientiser la violence éducative qu'ils peuvent produire à travers ces punitions, c'est déjà un premier pas. C'est-à-dire sortir de cette situation dans laquelle aujourd'hui on invisibilise très grandement ce type d'interaction et on refuse de les prendre en compte et d'en discuter. Ce serait déjà un premier pas pour arriver à travailler sur cette question-là et à se dire que punir correctement, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'apprend, etc. Voilà, très rapidement. Et moi, j'ajouterais qu'il y a eu hier une très belle intervention justement sur un dispositif de formation des enseignants à partir de dilemmes éthiques où on pouvait vraiment prendre en charge toutes ces questions et les tensions qui surviennent dans la classe ou dans les échanges avec les parents et les travailler en proposant des réponses assez concrètes aux enseignants. Alors, merci. Je sais, juste pour dire, je sais que par exemple, Valérie a déjà travaillé sur un des avis d'exclusion là que je présente aujourd'hui, parce qu'elle l'a utilisé en formation en fait. Donc il faut faire sortir ce type de choses des établissements pour qu'on puisse en débattre collectivement et y travailler collectivement. Merci. Donc, on va prendre, je regrette, il est 11h, on prend une toute dernière question. Donc, alors, il y avait en ligne, on va privilégier les personnes en ligne. Émilie. Donc, merci beaucoup. Je suis vraiment navrée, je n'ai pas pu assister à la première intervention, mais pour rebondir très très vite sur la question de la formation, je crois que effectivement, les pistes qui ont été proposées hier sont extrêmement intéressantes et que il faut miser sur la formation des enseignants en début de carrière. Je crois que c'est plus facile de réussir à faire le lien là. Il y a beaucoup d'études aux États-Unis et c'est ça que je voulais apporter comme contribution dans mon petit commentaire sur ces questions-là. Je vous mettrai quelques références dans le chat des formatrices américaines, Mathias, qui ont travaillé beaucoup ces questions. Mais je voulais surtout souligner
en fait, en réponse, enfin en dialogue avec ce que nous présentait Laura un peu plus tôt, la question puisqu'elle a parlé de la blanchité, il y a un article très intéressant de Sabina Vogt et Castagno de 2008 qui fait écho à sa proposition à elle de ce matin, qui s'intitule « I don't think I'm racist ». Elle étudie les enseignants dans des situations similaires à celles de Laura. Et elle explique sur la blanchité un point intéressant qui est que, en fait, la blanchité, comme elle a été définie notamment par les auteurs de la Critical Race Theory, comme Cheryl Harris, elle donne des droits. Et parmi ces droits, il y a le droit de définir. Le droit de définir quelle est la souffrance de l'autre et qu'est-ce qui constitue le racisme. Et je pense que ça, c'est un point qui peut être vraiment très, très intéressant aussi à travailler en formation, de réfléchir sur pourquoi est-ce que la blanchité donne ce droit et pourquoi est-ce que ce ne sont pas les victimes du racisme qui ont le droit de définir le racisme dans cette optique-là. Voilà, merci beaucoup. C'était plutôt un commentaire qu'une question, mais j'espère que ça alimentera des discussions en fin de journée aussi. Merci beaucoup, Émilie. Et s'il vous plaît, pour les références, juste rappeler sur le chat, ils seront bienvenus. Et donc, il est 11h05. Je vous propose qu'on conclue ce panel. Je remercie toutes les trois personnes qui sont intervenues, donc Laura, Diane, et puis comment ? Julien. Désolée. Donc, voilà, on a vu comment, effectivement, toutes ces stratégies qui sont reprises par les enseignants, et c'est frappant de voir comment la question du retournement de l'accusation est transversale, en fait, dans toutes vos interventions, et la difficulté, finalement, pour l'institution scolaire à laisser émerger cette question du racisme ou tout au moins de la question ethno-religieuse. Et ici aussi, on voit bien cette mobilisation des enseignants, enfin, la mobilisation antiraciste, agissant ici comme un paravent, un levier qu'ils mettent en avant pour s'en prémunir. Donc, voilà, je vous remercie encore une fois et puis on va clore le panel. Merci.